Pile 6 heures partout au Bénin. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'ORTB. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matins. Nous sommes le 4e matin de la semaine. C'est bien sûr jeudi, vous l'aurez remarqué. C'est le jeudi de la politique. Tous nos signaux seront donc à la politique, mais dans un sens tout particulier aujourd'hui. Nous allons faire un focus sur les femmes avec leur engagement, leur participation à la chose publique, à la chose politique et surtout à travers ce qu'elles rencontrent comme difficultés, quels peuvent être les obstacles, quels peuvent être les freins. Il y en a quelques-unes qui vont venir au débat aujourd'hui avec nous. Ça va être tout particulier. Mais c'est toujours la même belle équipe qui va vous servir jusqu'à 8h45 à tout le moins. C'est Damir, Ricardo Loïc-Pécou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Senadé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver donc en ce jeudi. Nous sommes le 4e matin de la semaine et pour nous c'est un plaisir, un bonheur de vous tenir compagnie tous les matins par ici sur la télévision nationale. Vous l'avez si bien annoncé, tous les jeudis nous parlons essentiellement politique sur les plateaux de la télévision nationale sur 5 sur 7 matins en l'occurrence. Et aujourd'hui, jeudi, nous focalisons justement notre attention sur les femmes et leur engagement en politique. Nous aurons le temps de revenir donc sur ce débat. Ce sera dans le forum de discussion autour de 7h15 dans la deuxième heure de cette émission. Mais avant, vous le savez, jeudi c'est politique, je le disais à l'instant. Les élections législatives de 2019, c'est pour bientôt. Et dans les différents états-majors politiques, l'on s'apprête, l'on rejoint tel ou tel bloc. Dans chaque circonscription électorale, chaque député se prépare pour retourner sans doute au Parlement. Alors nous irons aujourd'hui dans la 10e circonscription électorale pour parler justement de ces législatives. Quel type de député aujourd'hui faut-il pour un Bénin qui gagne? Nous aurons le temps de recevoir avec Gilles Dansou, le député Benoît Degla. Mais avant de retrouver l'honorable Benoît Degla, nous irons bien sûr à l'école du Code de la route. Aujourd'hui, on revient sur les signalisations routières à travers les panneaux d'interdiction. Qu'est-ce en réalité? Que faut-il y comprendre? Pourquoi devrait-on respecter ces panneaux? Puisqu'ils sont d'ailleurs dits d'interdiction. Avec notre moniteur d'auto-école, nous irons à l'école du Code de la route. Et puis, nous allons faire également un tour dans nos communes, plus précisément dans la commune de Boïcon, qui est dirigée par le maire Luc Setonji Atrokpo. Nous parlerons notamment de l'électrification de centres sociaux communautaires. Boïcon, justement, qui est à l'école du Soleil. Ce sera dans Écho de nos communes. Ne ratez pas la troisième partie. Dans nos assiettes, aujourd'hui, on vous parle des compléments alimentaires, surtout pour les enfants entre 6 mois et 2 ans. Prenez simplement le rendez-vous avec Priska Deou Bachabi. C'est dans la troisième partie, réservée également au sport et puis à la revue de la presse béninoise. 5 sur 7 matin, on démarre.
Voilà, nous étions justement dans la commune de Savalou, une commune proche donc de Glazoué, de Dassa ou encore de Ouessé, pour découvrir le bulletin météo réalisé donc par nos confrères de la télévision BB24. La suite de 5 sur 7 matin, nous allons pouvoir à présent revisiter l'actualité au plan national de ces dernières 24 heures. C'est le flash d'information, une présentation ce jour de Rebecca Kindjaroundé. Jeudi 8 novembre 2018, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin sur 567. On s'intéresse à la politique dans ce flash et notamment aux nouvelles adhésions aux différents blocs. Comme plusieurs autres qui l'ont annoncé le week-end écoulé, la nouvelle force démocratique NFD et le Forum africain pour la restauration, la réconciliation et l'émergence optent pour la dynamique républicaine, un choix des dirigeants qui part selon eux d'un constat. À l'heure où nous parlons, nous sommes au Bénin à 260 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que, du point de vue de la gestion politique, il y a un problème. L'instabilité, les mésententes, ce qui compromet dangereusement le développement de ce pays. Et le dynamisme de ces blocs et partis politiques pourrait peut-être passer par l'interconnectivité entre partisans et politiciens, le rôle d'Internet dans la digitalisation des communications internes entre ces acteurs. L'état des lieux est fait au cours d'une rencontre de réflexion. Sur la question, quelques responsables se prononcent. Nous avons un site Facebook et nous communiquons à travers les réseaux sociaux également, et le WhatsApp également. C'est le réseau qui, ma foi, va plus vite. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Deuxièmement, les réseaux sociaux vont prendre le pas forcément sur les médias traditionnels. Donc, ce serait rater le coche que de ne pas utiliser les réseaux sociaux. En attendant que tous les partis politiques se digitalisent, intéressons-nous d'abord à la 22e édition des conférences périodiques à la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances. C'est un rendez-vous qui regroupe plusieurs personnalités du monde de l'emploi. Cette année, la dite rencontre se penche sur les enjeux et défis de la formation et de l'emploi au Bénin. Les qualifications des demandeurs d'emploi reflètent en grande partie les caractéristiques du système éducatif national. Il s'agit donc pour nous de créer un environnement économique favorable au développement de tous les secteurs. Et c'est pour cela que nous faisons l'effort chaque année d'envoyer des étudiants en formation dans des universités à l'extérieur où nous n'avons pas les formations sur le terrain. Adieu l'obscurité à Tchéti, Doumé et Otala dans la commune de Savalou. Et pour cause, l'énergie électrique est désormais accessible dans ces localités. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a officiellement mis en service les ouvrages électriques installés par l'Agence béninoise pour l'électrification rurale et la maîtrise d'énergie à Berma. Quand je vois la ferveur qui vous anime ce soir, je crois qu'on peut dire, sans se tromper, que le gouvernement de Patrice Talon vous devra plus que la lumière. Et qu'au-delà de la lumière, il y a d'autres bonnes choses qui viendront. Environ 200 personnes au moins pourront être raccordées à ce réseau. Nous avons posé 10 lampadaires qui vont éclairer toute la localité et qui vont permettre à la localité de Doumé de sortir de l'obscurité. Au lieu de 180 000 francs CFA qu'ils pourront payer au niveau de la SBE, nous avons des branchements promotionnels à 90 000 francs. Ce sera tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. À demain.
Merci à vous Rebecca, au plaisir de vous retrouver donc demain. À suivre tout à l'heure la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce jeudi 8 novembre 2018. On vous donnera lecture de la question du jour avant de retrouver le tout premier invité de la journée. On marque une courte pause, le temps de tout mettre en ordre de l'autre côté pour la revue des titres. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. L'émission, c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Pour nous, c'est un bonheur, un plaisir, un énorme plaisir de rester en votre compagnie tous les matins par ici pour parler donc actualité. Aujourd'hui, jeudi, nous parlons essentiellement politique d'ailleurs. Nous mettons un accent particulier sur les femmes et leur engagement en politique. Nous allons pouvoir vous rappeler dans un instant la question du jour et dans le débat, revenir sur les femmes qui s'engagent en politique. Est-ce que ça fait bon ménage? Est-ce que les femmes peuvent, au-delà donc des pesanteurs, pouvoir réellement réussir leur engagement politique, notamment au Bénin? La question, elle reste posée. Nous aurons le temps donc de décrypter ce sujet autour donc de 7h15. Ce sera dans la deuxième heure avec quelques femmes qui ont accepté donc de venir sur ce plateau et de partager donc avec nous leur expérience, je dirais, en politique. Mais avant tout cela, nous allons pouvoir voir ce que nous offrent aujourd'hui les journaux à lire, les quotidiens parus donc et parvenus à notre rédaction en ce jeudi 8 novembre 2018. Les journaux sans doute reviennent sur l'actualité au plan national. Nous allons pouvoir donc lire quelques journaux. Est-ce que c'est près de l'autre côté? Nous allons voir le quotidien du service public La Nation, le journal du service public La Nation, si tout va bien. Arnaud Togbeno, nous allons pouvoir lire. Non, La Nation n'est pas encore dispo. La Nation est là. Ah, c'est là, voilà. D'accord. La Nation qui s'intéresse justement à l'enseignement supérieur au Bénin. Le journal nous dit ce qu'on reproche aux promoteurs d'établissements privés. En réalité, pourquoi certains établissements d'enseignement privés ont été fermés? La liste des écoles fermées, d'ailleurs, est à découvrir dans les colonnes du journal. Et les raisons pour lesquelles ces écoles ont été fermées sont également à lire dans les colonnes du journal La Nation, le journal du service public, qui revient également donc sur cette visite du président Patrice Talon à Oslo. C'est en Norvège. Le président Patrice Talon, en invité d'honneur, écrit le journal du service public, le quotidien La Nation. La Nation qui revient également donc sur
la gestion de la transhumance transfrontalière au Bénin. Et le journal nous dit que le gouvernement prend le taureau par les cornes, sans doute donc pour réglementer un peu ces différents frontaliers. Et puis gestion des déchets solides et ménagers, un taux de collecte de 80 à 90% envisagé dans le Grand Nokoué. C'est l'estimation faite donc par le journal du service public, le quotidien La Nation, qui nous apprend également que par rapport à l'assainissement et à l'hygiène en milieu rural, les préfets s'engagent résolument. Un autre quotidien. On va voir le matinal qui revient aussi sur les établissements homologués se fermer et nous rappelle que les 23 épaisses sont homologuées. Le journal revient aussi sur la visite de travail du chef de l'État à Oslo. Talon rapproche le Bénin de la Norvège. Et à la mairie de Cotonou, que diantre se passe-t-il? Gnolonfon, visé par un vote de défiance, nous apprend le matinal. Et à propos des blocs qui se forment, républicains et progressistes, pour bientôt, ces deux grands-messes pour les 23 et 25 novembre, nous dit le matinal. Matin libre. Matin libre qui revient donc sur les voyages du chef de l'État à l'extérieur. Le journal estime qu'enfin le bon bout avec les opérateurs économiques. C'est une question que se pose le journal en affichant donc la photo du président justement de l'autre côté, Jean-Baptiste Sativi. Et puis appel contre les décisions de justice sous la rupture. La criette se saisit du cas Metoyo Atao et ses avocats dans le dilemme, écrit le journal Matin Libre. Le Béninois libéré, pour finir, discours du président Talon au G20, l'appel du pied magique pour l'emploi que l'opposition tente vainement de diaboliser. Projet de bitumage de la route Ouidak-Pomossé-Alada, Ayadji est sur le terrain et il est allé rassurer les riverains. Et le journal vous propose également la liste des écoles privées agréées dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. On va vous retrouver tout à l'heure pour la suite. Ça va être autour de 7 heures. On vous rappelle rapidement la question du jour. Comment, selon vous, la femme peut-elle réussir son engagement politique au Bénin? Comment, selon vous, la femme peut-elle réussir son engagement politique au Bénin? Laissez-nous vos commentaires, ils nous intéressent. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, 61 19 88 88. 61 19 88 88. À propos de femmes en politique, que nous dit-il le sage, ou plutôt, c'est une sage aujourd'hui, c'est dans Parole de sage. Et aujourd'hui, c'est une sage, Elisabeth Guigou, elle s'appelle, c'est une femme politique. Elle dit ceci: si une femme politique est jolie, on sous-entend qu'elle couche. Si elle est quelconque, on dit que c'est un tas. Elle dit simplement, si une femme politique est jolie, on sous-entend qu'elle couche. Si elle est quelconque, on dit que c'est un tas. Tout simplement. Eh oui, de toutes les façons, ça fera objet de débat tout au long de cette journée, tout au long de cette matinale. Vous allez bien comprendre tous les obstacles que rencontrent les femmes dans leur parcours d'engagement et de participation citoyenne, de participation politique surtout. C'est extrêmement difficile pour la femme lorsque l'on se met, bien évidemment, de l'autre côté. Qui est-ce qui dit tout ça? C'est bien sûr les hommes. Ils promettent, mais seulement ils ne tiennent jamais. Tout ce qu'ils disent, ils ne tiennent pas, les hommes. Bon, les femmes, c'est à elles peut-être de croire ou de ne pas y croire. C'est à elles de prendre leur destin en main. Allez, on va pouvoir faire le débat tout à l'heure. Mais avant, on va prendre la direction de nos communes. Écho de nos communes, nous retournons bien sûr dans le département d'Ouzou. Nous sommes plus précisément à Boycon et là-bas, nous allons y découvrir un projet d'électrification de centres sociaux communautaires. C'est bien sûr quelque chose qui doit faire école pour tous les autres départements
pour toutes les autres communes. On installe notre premier invité tout de suite. Voilà, prenez juste place à côté. Vous êtes Saloufou, c'est bien cela, Gbedoussou Souberou. Vous êtes ingénieur de conception génie civil, directeur des services techniques de la mairie de Bohican. Vous êtes là justement pour nous entretenir sur ce projet d'électrification donc à l'énergie solaire de 3 sites à Bohican. Bonjour. Alors, en quoi consiste ce projet concrètement, ce projet d'électrification solaire? Merci, monsieur le journaliste. Le projet d'électrification solaire de 3 sites à Bohican est un projet qui découle d'un partenariat avec la structure Énergie Assistance. C'est une association belge qui opte pour l'électrification des zones en milieu rural. Et grâce à l'offensive diplomatique du maire Luc Setonji Atropo, ce projet a été décroché. C'est toute une étude et 3 sites ont été retenus. Quels sont ces sites? Il y a le jardin communautaire de Saclo. Ouais. C'est un jardin qui fait les produits maraîchers. Et il y a des dortoirs là-bas et il y a des apprenants. Donc, le projet d'électrification couvre les dortoirs de ce site. Il y a la maison des jeunes de Todo. Là-bas, c'est des jeunes qui ont l'électricité SBE à 9 km à peu près de leur lieu d'habitation. Donc, l'électrification de ce centre leur permet de faire désormais des projections cinématographiques à Todo. Le dernier site, c'est l'école primaire publique de Lokozo. Là, il y a 2 modules de salle de classe qui ont été électrifiés. Les salles de classe, les bureaux directeurs, plus les magasins. La particularité de ce projet, c'est que ça a un caractère humanitaire et nécessite la participation du bénéficiaire. De quelle façon? Voilà. Ça impacte les âmes innocentes et puis la couche juvénile au fin d'éviter des déviances. D'accord, d'accord. Vous avez parlé d'énergie assistance. Comment est-ce que si je suis dans une autre commune, par exemple, je peux aussi essayer d'entrer en partenariat avec eux, ou bien est-ce que c'est uniquement pour Bohican? Non, ce n'est pas uniquement pour Bohican. Ouais. C'est le maire Luc Setonji Atropo qui, lors de ses nombreux voyages, ces voyages d'ailleurs qui profitent énormément à la commune, a découvert cette association belge par le biais d'un compatriote qui est ici, que je salue au passage. D'accord. Donc c'est lui qui a joué la médiation et ce projet de 45 000 € nous est parvenu. Alors, ça démarre quand, justement, ce projet d'électrification? Quand est-ce que, à l'opérationnel, concrètement, les choses démarrent? Ça a déjà démarré. Okay. Et hier nuit, avant que je ne fasse ce voyage sur Cotonou, on a procédé au test déjà. Ah, d'accord. Et je crois que partout sur les 3 sites, c'est une note de satisfaction. Ouais. Les populations sont vraiment contentes. On attend la mise en service officielle le week-end prochain par l'autorité communale. Ah, lorsque l'on évoque l'utilisation du solaire au Bénin, une chose est d'avoir ces lampadaires installés un peu partout, mais il y a un gros problème de maintenance qui se pose. Est-ce que tout cela est pris en compte, est réglé par le projet? Comment est-ce que ça va se passer, la maintenance? Le projet prend en compte et l'exécution et la maintenance. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui et demain, les partenaires vont former les utilisateurs sur un certain nombre de maintenances. D'accord.
Et j'avoue que c'est un système solaire avec panneaux photovoltaïques, des lampes, des batteries, des onduleurs pour alimenter les 220 volts courant. Il y a des prises étanches, des interrupteurs étanches, et puis des projecteurs pour la périphérie des bâtiments. La particularité de ces projecteurs, c'est qu'ils sont dotés d'équipements, de détecteurs de présence humaine. Donc, quand un individu se retrouve dans un rayon de 10 mètres, ces projecteurs s'allument automatiquement. Automatiquement. Et ils ont laissé des batteries secours au cas où. D'accord. On espère que les populations, elles vont être assez citoyennes pour bien entretenir ces différents joyaux afin que d'autres communes puissent bénéficier également, vu que le maire Luc Atropo est en même temps le président de la NCV. Oui. Il ne faut pas que ce soit pour Boycon seul, quand même. Non, ce n'est pas pour Boycon seul. Et vous savez que ce maire particulier, avec ses plusieurs casquettes, il n'est pas président de l'association des communes seules. Ne flattez pas le maire. Il est aussi président de l'Union des communes du Zou. C'est d'ailleurs pourquoi, il y a quelques semaines, on a validé en Normandie les études sur le bassin versant du Zou. C'est ça qui permettra de canaliser désormais les eaux de ruissellement dans tout le Zou. Désormais, je crois que les populations ne seront plus gênées comme aussi c'était le cas il y a 15 ans. Et il y a quelques jours, il a décoché le financement pour la construction du siège de la NCB. Donc, ce n'est pas pour le Zou seul, pour Boycon seul, il travaille, c'est pour toutes les communes. Merci beaucoup, M. Salofo Gbedo Souberou, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes le DSC de la mairie de Boycon. Vous faites un bon retour à Boycon. Merci, monsieur. Merci d'être venu. Et puis, soyez prudents sur les routes. Hein. Oui. Allez, c'est justement de ça que nous allons vous parler. On vous emmène maintenant sur les routes. Nous allons arpenter les routes du Bénin. Et puis, nous irons apprendre surtout le code de la route. On parle de signalisation routière et focus aujourd'hui sur les panneaux d'interdiction. Allez, nous allons maintenant apprendre à bien conduire sur nos routes avec notre moniteur, Constant Dianopo. Bonjour. Ricardo, bonjour. Et ce matin? Super, je vais très bien. Monsieur Ayaka, Serge. Bonjour, monsieur Dianopo, soyez le bienvenu. D'accord. Comme on aime si bien le dire, merci, bonjour. Bonjour. On est ponctuel, hein, merci. Oui, vous êtes ponctuel. Allez, on parle aujourd'hui des signalisations routières avec les panneaux d'interdiction. Mais avant de venir aux panneaux d'interdiction, comme le dit si bien Serge, une petite piqûre de rappel. Tout à fait. Nous avons abordé, il y a un moment, la signalisation verticale. Ouais. Et le jeudi dernier, nous avons dit que pour comprendre les panneaux, il y a les formes et les couleurs. Et justement, le jeudi dernier, nous avons parlé des panneaux de forme triangulaire, c'est-à-dire des panneaux de danger, qui sont des panneaux avancés. On les voit avant le danger. Et nous avons précisé que ces panneaux sont placés, les panneaux de danger justement, sont placés en agglomération, à la traversée d'une agglomération à 50 mètres avant le danger et en campagne à 150 mètres. Sauf un qui est placé à 0 mètre. Le panneau de circulation dans les deux sens. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par parler des panneaux ronds, les panneaux circulaires, si vous voulez. Et là, il y a les couleurs. Nous allons parler des panneaux d'interdiction, comme vous l'avez bien annoncé, qui sont des panneaux ronds à bord rouge. C'est justement la couleur là qui détermine les panneaux d'interdiction. D'accord. On est d'accord? C'est ce panneau-là. Exactement. Bon, donc, les panneaux d'interdiction, il y a des panneaux d'interdiction qui concernent tout le monde. Par exemple, celui-là, ou bien celui-là, c'est des panneaux qui concernent tout usager,
tout conducteur, je veux dire. Même cycliste, motocycliste, automobiliste, tout. D'accord. Le sens interdit, il est interdit à tout conducteur. Sauf le piéton ou bien même Voilà, sauf le piéton. Sauf le piéton. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit conducteur. D'accord. Vous comprenez? Parce que si nous pouvons aller un peu derrière avec Arnaud, un peu derrière, voilà. Avec ce panneau-là, tout conducteur ne doit circuler ni dans un sens ou de l'autre. Donc, le panneau-là, c'est la circulation interdite dans les deux sens. Et le panneau doit se trouver des deux côtés, de part et d'autre. On peut voir ce panneau, je vais donner des exemples. On peut voir ce panneau dans les rues traversées par un marché, par exemple. Et le jour de marché, on interdit la circulation à tout véhicule. Vous voyez ce que je dis? Absolument. Voilà, donc personne, mais les piétons peuvent marcher par là pour faire leur exemplaire, tout ça. D'accord. On est d'accord. Le suivant, sens interdit. Là, j'ai dit tout à l'heure que c'est interdit dans les deux sens. Ça, c'est un sens interdit à tout véhicule. Vous voyez ce que je dis? Mais par contre, l'autre sens est autorisé. L'autre sens est unique. On peut venir de là-bas. Comme à Guégamé, actuellement, vous savez, on a mis un sens interdit à Guégamé, devant la poste là. Tout à fait, exactement. Donc, le sens est interdit de l'autre côté, de Vaudier vers... Exactement. Voilà. Donc, si vous voyez ce panneau, ne soyez pas surpris de voir des gens venir en sens inverse. C'est très important. Et l'autre souci à sens unique, justement. Il y a que les Béninois sont ingénieux parfois. Il va en reverse, quoi. Et très bien, vous m'avez rappelé. Quand on dit sens interdit, c'est sens interdit en marche avant et en marche arrière. Voilà, il faut le retenir. C'est des questions d'examen au Bénin. Oui. Encore des questions d'examen. Est-ce qu'on peut faire marche arrière pour rentrer dans un sens interdit? Oui ou non? C'est non. Merci. D'accord. Bon, on continue. Bon, après ça là aussi concerne tout le monde. Aucun conducteur ne doit tourner à gauche, mais après le panneau, c'est-à-dire à la prochaine intersection. D'accord. Le panneau là est placé avant l'intersection. Donc, vous ne devez pas aller à gauche. Vous pouvez continuer tout droit ou aller à droite. Et le suivant, c'est le contraire. Voilà, vous tournez. Il est interdit à tout véhicule, je dis, de tourner à droite à la prochaine intersection. Ça, c'est les panneaux d'interdiction concernant tout conducteur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle accès interdit. Accès, bon, ça là, c'est aussi interdiction de faire demi-tour. C'est ce qui a été placé en abordant l'échangeur le passage à niveau supérieur de Kadiaon, là, juste à l'aéroport, là. Il y a un truc là, ils ont fait ça nouvellement, là, en blanc, là. À l'aéroport? Non, pas à l'aéroport, en abordant l'échangeur, le passage à niveau supérieur de Kadiaon, là. Oui. Ça a été fait récemment avec ces tours de contrôle là. De toutes les façons, quand vous voyez ce panneau, avant ce panneau... Parce que les gens ont l'habitude de faire demi-tour par là. Voilà. Donc, quand vous voyez ce panneau, il est interdit de faire demi-tour, mais jusqu'à la prochaine intersection incluse. C'est-à-dire, la première ouverture, là, vous ne le faites pas. Parce que la première ouverture, c'est pour ceux qui viennent en sens inverse. C'est ça. Donc, c'est interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Je donne un exemple. Pour des gens qui connaissent bien Cotonou, quand vous arrivez à Fifadi, vous comprenez, vous quittez le terrain pour faire demi-tour au niveau du carrefour de Fifadi. Vous ne devez pas tourner à la première intersection. Vous voyez, vous laissez ça là et vous allez tourner à la seconde. C'est toujours comme ça. C'est pareil quand vous avez à une intersection chez nous où les gens placent les pneus au milieu. Vous ne devez pas tourner avant le pneu. Vous voyez, vous tournez après. C'est pourquoi on dit interdiction de tourner, de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. La première intersection, vous ne devez pas faire demi-tour là aussi. Il faut aller contourner le pneu ou la deuxième intersection. C'est très important. Et je répète, ça concerne tout conducteur, cycliste, tout. On est d'accord. Maintenant, après ça, nous allons aborder les panneaux d'interdiction qu'on appelle accès interdit. Les accès interdits. Voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. Vous voyez, là, l'accès est interdit à tout véhicule dont la hauteur dépasse la mesure indiquée. Mais si c'est exactement 3,5 m, il peut encore passer. Puisqu'il a toujours une marge.
Vous voyez ce que je dis? Donc ça ne concerne pas tout le monde. C'est ça qu'on appelle accès interdit à cette catégorie de véhicules bien d'indication qui est dans le panneau. Vous voyez? Ensuite, nous avons ça là aussi. Vous allez voir ça à l'entrée d'un pont, par exemple. Pour ne pas vite endommager le pont, on interdit l'accès aux véhicules pesant plus que ça, supérieur toujours. Si c'est inférieur, si le poids du véhicule est inférieur, changement compris bien entendu, inférieur ou égal à 5 tonnes 5, le véhicule peut encore passer. Donc c'est accès interdit, plus de. Vous voyez? D'accord. C'est ça. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà. Ça aussi, c'est un accès interdit à un véhicule particulier. Ça, c'est des véhicules transportant des produits inflammables ou facilement explosifs. C'est-à-dire les véhicules pétroliers, tout ça là. Quand tu vois, il ne doit pas passer par là. Donc, ça là, c'est aussi assez interdit à certaines catégories de véhicules, aux motos et aux autos. Ça veut dire quoi? Les cyclomoteurs, les cyclistes, eux peuvent passer. C'est ça qu'on appelle accès interdit. Maintenant, nous allons aborder les dépassements. Voilà. Maintenant, dépassement. Et si on en faisait tout parce que c'est tellement difficile que je propose qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. Vous avez bien compris. Jeudi prochain, on en parle. Ah, d'accord. Si vous voulez, nous allons pas. Les gens, ils dépassent mal à Cotonou. Je serai très, très content. D'accord. Ce chapitre, c'est une question des armées aussi. Ah, il le savent. il a assez de questions sur le dépassement. Oui. Puisque le dépassement est l'une des manœuvres les plus meurtrières de la circulation. Les erreurs en cas de dépassement entraînent tout. Les gars, ils vous dépassent. Donc, nous allons, si vous voulez, nous allons parler du dépassement. Donc là, c'est un panneau d'interdiction aussi, mais concernant les motocyclistes. Vous voyez, ils ne doivent pas dépasser la vitesse là. D'accord. On est d'accord. OK. Merci beaucoup, M. Dianoko. Le temps est déjà parti. Oui, le temps est parti. Merci beaucoup de toutes les façons. Mais pour le dépassement, je vous en prie, pour le dépassement de la semaine prochaine, vous allez m'accorder un peu de temps. Parce qu'il a beaucoup à dire. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Et si possible, on étalera ça peut-être sur plusieurs séances. Voilà. Ce qui va nous permettre d'approfondir beaucoup plus cette manœuvre. Parce qu'il faut éduquer les gens. Exactement. Nous allons parler beaucoup de ça. D'accord. Mais le temps va vite. Bon, on ne peut rien. Monsieur Dianoko, merci beaucoup. Vous êtes moniteur d'auto-école et directeur de l'auto-école Le Progrès. Merci. Bonne journée. Bon jeudi à vous. Merci. Nous sommes bien sûr jeudi, c'est le jeudi de la politique, vous le savez bien sûr. Et puis aujourd'hui, Gilles Danso reçoit pour vous l'honorable Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale. Nous parlons donc essentiellement de la politique ce jeudi. Et comme tous les jeudis, Gilles Danso, il est toujours là avec nous. Ce jour, il reçoit pour nous l'honorable Benoît Degla. Bonjour Gilles Danso. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Gilles. Bonjour honorable. Bonjour chers amis journalistes. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de type modèle de député pour un Bénin qui gagne. Vous n'êtes pas sans savoir que de grands blocs se forment aujourd'hui, les législatives pointent à l'horizon. Dites-nous, la question est posée. Honorable Benoît Degla, de quel type de député avons-nous besoin aujourd'hui pour que le Bénin puisse aller de l'avant? Merci beaucoup. Quel type de député? Un député qui accepte de se mettre au service de la nation, du peuple qu'il a élu. Les missions qui sont celles du député sont suffisamment définies, clairement définies. Et chaque fois que le député s'attellera à bien les remplir, il est en droit de se considérer comme le modèle député dont veut la nation. Et voter les lois, prendre les initiatives législatives et accompagner le gouvernement dans les accords de prêt qu'il sollicite et contrôler l'action du gouvernement, sauf tant de choses que le député modèle doit pouvoir faire avec sérénité, engagement et dévouement.
Est-ce que vous pensez que cela se fait aujourd'hui? Oui, bien sûr que oui. À compter par le nombre de lois que nous avons votées, ne cesse qu'au cours de cette législature, le nombre de propositions de loi, c'est-à-dire celles initiées par les députés, qui sont passées à l'étude et qui ont été votées par les députés, et les actions, la journée, nous avons même au niveau de l'Assemblée institué une journée, la journée du jeudi qui est consacrée au contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les questions orales au gouvernement, les questions avec débat, etc. etc. Et je pense que à ce titre-là, l'Assemblée nationale fait son travail, c'est vrai, et il est à redire par rapport à tout ce que nous entendons, mais chaque fois qu'une loi est votée à l'Assemblée, nous supposons que les députés le font en leur âme et conscience. Et l'Assemblée nationale, c'est une maison politique. Elle n'est pas monocolore, et nous avons, en ce qui nous concerne, nous avons une opposition. Il est tout à fait normal qu'il y ait parfois des voix discordantes. Mais nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, même si parfois nous recherchons, dans la mesure du possible, le consensus avec les collègues de l'opposition. Est-ce que vous pensez que les collègues de l'opposition sont suffisamment écoutés aujourd'hui? Mais écoutez, c'est la loi. Ils sont écoutés, et la preuve, c'est qu'ils interviennent. Ils font des déclarations publiques. Ils font des déclarations. Mais est-ce que c'est pris en compte par le Parlement du Mali? Mais je vous répète encore une fois que nous sommes en démocratie, nous sommes à un lieu hautement politique qui est l'Assemblée nationale, où on a souvent une majorité et une minorité. Et ici, nous avons une majorité qui a le nombre suffisant lui permettant de faire passer ces lois. Donc, dans ces conditions, il est clairement dit, il est clairement noté, et c'est pas propobile, c'est partout pareil. La minorité, tant qu'elle n'a pas la force de la majorité, parfois, je ne dis pas qu'elle subit, mais tout ce qu'elle dit n'est pas toujours pris en compte, parce que la majorité, on suppose que c'est quand même un nombre important de députés qui réfléchissent à une chose, qui pensent à ce qui peut être bon pour la nation. Et dans la vie courante, lorsque 10 personnes pensent une chose de la même manière, on ne saurait accorder on ne saurait dire que lorsque une ou deux personnes se retrouvent de l'autre côté pour parler, on leur accorde beaucoup plus de crédit, quand bien même on recherche parfois le consensus. Alors, vous avez dit tantôt que vous accompagnez le gouvernement dans les accords de prêt qu'il sollicite, mais en même temps que vous contrôlez l'action du gouvernement. Comment est-ce qu'en tant que député, on réussit une antinomie comme celle-là? Mais notre régime, il est présidentiel. D'accord? C'est ce qu'a voulu la constitution de notre pays. Et les pouvoirs du président de la République ne sont pas illimités. Par conséquent, lorsqu'il a son projet de société qu'il doit exécuter, qu'il doit faire exécuter, il est pratiquement dans l'obligation d'entretenir les bonnes relations avec l'Assemblée nationale. Même dans les pays à régime parlementaire, regardez un peu ce qui se passe, et regardez ce qui se passe en France, où c'est la course effrénée pour contrôler l'Assemblée nationale, pour contrôler le Sénat. Regardez ce qui vient de se passer hier seulement aux États-Unis, où Trump a battu campagne comme si ça le concernait lui-même. Et face à lui, il y avait Barack Obama. Donc, il y a le besoin d'avoir avec soi, lorsqu'on est président de la République, d'avoir avec soi l'Assemblée, parce que c'est la seule façon pour vous de pouvoir conduire efficacement votre projet de société. Quand vous avez l'Assemblée avec vous, comment est-ce que vous pouvez être contrôlé? Ah mais si, écoutez, nous mettons à disposition, nous permettons au gouvernement de s'endetter. Et on doit pouvoir, puisque nous sommes au départ, on doit pouvoir savoir ce à quoi ont servi les fonds que nous avons permis que le gouvernement mobilise. Et tous les ans, le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale le point de l'exécution de son budget. Et lorsque il y a des rubriques qui paraissent
pas très bien comprise, le député a l'initiative d'interpeller, d'interroger le gouvernement à travers la question orale, avec débat ou sans débat, pour que le gouvernement vienne publiquement rendre compte à l'Assemblée de ce qui a été fait des sous, de la gestion, etc., etc. Et lorsque ce n'est pas accepté de tous, on peut aller à une résolution tendant à l'interpellation du gouvernement. Ça arrive. Donc, ce n'est pas parce que la collaboration permet que l'Assemblée nationale permette la mise, le vote rapide des accords de prêt, que le gouvernement, que l'Assemblée nationale ne devrait pas pouvoir connaître de ce qui est fait de cette forme. De toute façon, c'est une prérogative qui nous est donnée par la Constitution. Honorable, l'autre particularité, et une première, j'allais dire, pour cette mandature, c'est la question de l'immunité parlementaire de certains de vos collègues. C'était une première. Mais ça aurait pu ne pas être la première si la procédure avait été bien suivie avant. Vous vous rappelez d'autres dossiers qui, en début de mandat, pour lesquels des députés avaient été, enfin pour lesquels on avait sollicité la levée de l'immunité d'un certain nombre de députés. Mais c'est parce que la procédure, en son temps, avait été mal conduite, avait été mal initiée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu le procureur dans la forme normale des choses, a sollicité via le ministre de la Justice et le garde des Sceaux que des députés puissent être écoutés dans un certain nombre de dossiers. Et ce que nous faisons, la levée d'immunité, comme cela s'est fait aussi ailleurs, ne signifie pas que nous acceptons que le député soit poursuivi, puisqu'après ça, il y a beaucoup d'autres étapes. Après la levée d'immunité, qui permet simplement que les députés soient écoutés. Ça permet que les députés soient écoutés par le juge. Mais nous ne l'envoyons pas à l'abattoir. Parce que le dossier... Ça en a tout l'air. Non, ça en a tout l'air, mais il faudrait qu'on puisse expliquer suffisamment pour que les gens comprennent. Lorsque le président Patrice Talon a introduit la proposition de révision de la Constitution, il avait trouvé des formules qui permettent qu'on n'en arrive pas là. Il avait été proposé dans les dispositions beaucoup de garanties en cas de levée d'immunité de députés. Mais c'est les députés eux-mêmes qui ont trouvé que c'était pas et qu'il fallait rejeter pour juste des questions d'intrigue politicienne. C'est parce que si cette révision avait eu lieu, même si des députés étaient voyaient leur immunité levée, ils n'auraient pas de peur quant à leur présentation devant un juge ou devant un agent de la police judiciaire. Aucunement pas. Mais ce qui est bizarre, comme par hasard, honorable Benoît Leglas, c'est que ces immunités qui ont été levées, il n'y a eu que des députés de l'opposition. Dans votre camp, il n'y en a pas? Oui, c'est une question récurrente, mais je vais vous dire simplement que dans ce pays, il fut un moment où on a parlé de faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie. Il fut un moment où on a marché pour lutter contre la corruption, n'est-ce pas? Le président Patrice Talon, lors de la prise de pouvoir, a martelé sa disposition à lutter farouchement contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays. Il a commencé. Il aurait certainement fallu que ceux qui l'ont précédé l'aient fait. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? La preuve, c'est qu'on me demande, la preuve, c'est qu'on mais pourtant, vous étiez là, vous avez servi. Vous étiez de l'autre côté. Vous étiez de l'autre côté. Attendez, attention, pour avoir été membre d'une alliance, pour avoir été ministre, ne fait pas de moi celui qui décide d'envoyer tel ou tel. Mais ça fait de vous au moins celui qui conseille. Est-ce que vous l'avez fait dans le temps? Le ministre que j'étais a fait son travail. Le gouvernement, c'est plusieurs personnes. Donc, chaque ministre est un conseiller du chef de l'État. Mais par rapport au sujet, lorsqu'ils sont abordés, il y a un conseiller qui est mieux placé que l'autre. Et ça, ce n'était pas vous? Acceptablement. Mais par rapport aux députés, vos collègues
dont l'immunité parlementaire, les immunités ont été levées. Il n'y a que des députés de l'opposition. Ça veut dire que vous êtes tous clean, honorable Degla? Écoutez, permettez déjà qu'on commence par là. Et puis demain, si quelqu'un d'autre arrive, s'il pense que c'est seulement les députés de l'opposition qui ont été poursuivis dans cette lutte contre la corruption, celui qui viendra s'attaquera à ceux qui sont aujourd'hui là et qui votent les lever. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crimes économiques de l'autre côté, Mais non, je vous réponds qu'il faut commencer. Il faut un jour commencer. Mais est-ce que vous avez fait un tour à la prison civile de Cotonou ou à d'autres prisons pour voir la kyrielle de détenus, pour voir s'il n'y a pas parmi eux des gens ayant été aux premières heures du combat aux côtés du Patrice Talon et qui sont là, qui sont en prison. Je ne vais pas donner de nom, mais il y en a. On ne parle que des députés, mais il y en a. Acteurs de premières heures du président Patrice Talon qui sont en prison. Et comment est-ce qu'on se sent lorsque l'on voit une kyrielle, comme vous le dites si bien? Comment on se sent quand on voit une kyrielle de gens comme ça derrière les barreaux aujourd'hui? C'est des pères de famille. Humainement, ce n'est pas facile. Mais en même temps, cela doit pénétrer l'esprit des uns et des autres pour que nous qui les observons, que nous puissions nous convaincre que la gestion de ce pays, la gestion d'un pays doit se faire selon les règles de l'art. C'est ça. C'est triste de voir des collègues, du moins dans des situations difficiles, mais en même temps, ça permet une prise de conscience générale. Je crois aujourd'hui, lorsque vous êtes dans les feux, ou alors lorsque vous êtes dans d'autres véhicules, que vous traversez le Bénin du sud au nord, de l'est à l'ouest, lorsque vous êtes arrêté par des agents de police, je ne sais pas si vous avez depuis des mois eu l'occasion de voir un seul agent vous réclamer les 200 francs, 500 francs. Parce qu'il y a la peur aujourd'hui. Voilà, que tout peut vous tomber là-dessus parce que vous aurez essayé. Nous allons faire un tour sur le terrain, et notamment dans la 10e circonscription électorale. Votre formation politique était en congrès il y a quelques jours. Vous avez décidé de rejoindre le bloc républicain. Et honorable Benoît Degla, aujourd'hui, la bataille paraît assez rude, non seulement dans la 10e, mais dans pratiquement toutes les autres circonscriptions électorales. Comment est-ce que vous préparez pour les législatives? Ben voilà, c'est bien dit. Nous allons à un combat électoral. Et alors, lorsque vous n'êtes pas seul et qu'il y a 1, 2, 3 blocs, c'est tout à fait normal que les difficultés doivent exister. C'est normal. Mais chacun a sa stratégie sur le terrain, chacun a sa stratégie de conquête de l'électorat, son occupation permanente du terrain, l'animation politique permanente sont des atouts majeurs. Il y en a qui attendent. Écoutez, il y en a qui attendent la veille pour distribuer des motos, de ci, de ça. Et je dois rappeler au passage que c'est interdit. C'est interdit par le code électoral. Et il y en a qui sont fichés déjà. Ah bon? Mais bien sûr. Visiblement, vous êtes dans les secrets. Non. Écoutez, non, fichés par nous-mêmes. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Ah oui, par nos services. Écoutez, nous allons aux élections. Le concurrent qui disparaît et au lendemain des élections il y a 4 ans, aujourd'hui, à la veille d'autres élections, il réapparaît miraculeusement. Il ne sait pas quelles ont été pendant tout ce temps les préoccupations de l'électorat. Il réapparaît et comme si les populations étaient des poulets, il vient avec des gadgets. Vous ne maîtrisez pas toute sa stratégie. Mais écoutez, aujourd'hui, tout s'essaie. Tout s'essaie. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Tout s'essaie. À la minute près, tout s'essaie. Et vous êtes en contact permanent avec les populations? Ah oui, bien sûr. Mais je ne dis pas aussi. Non, qu'il en donne la. Non, écoutez, je ne parle pas d'une personne. Je parle des candidats. Ouais. Je ne m'adresse pas à une personne. Dans votre circonscription électorale, évidemment. Dans ma circonscription, ce qui se passe n'est pas anodin. C'est partout pareil. Prenez les circonscriptions l'une après l'autre. Dès l'instant où vous avez la concurrence entre 2 listes, 3 listes, il est évident
que ce n'est pas facile. Parce que nous avons un code électoral aujourd'hui qui prévoit un certain nombre de dispositions qu'il faut respecter pour se faire élire. Vous avez besoin de travailler dur. Ouais. Et c'est valable pour celui de la première jusqu'à la 24e circonscription. C'est pareil pour tout le monde. Ça ne sera pas facile. Mais en même temps, Benoît Degla, c'est que vos premiers adversaires sont du même camp que vous. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Lorsqu'on tient compte du fait que nous n'avons pas été ensemble aux dernières élections, d'accord, que nous nous sommes combattus, et qu'aujourd'hui, étant du même bloc, nous nous combattons, il est évident que les stratégies que chacun a utilisées seront celles-là, certainement pas dans la même agressivité, mais tout se fera. Moi, si j'étais candidat, je me battrais tel que je l'ai fait il y a quelques années pour conserver mon siège. Et il en sera autant pour l'autre candidat. Et si le staff en décidait autrement au niveau du bloc que vous avez rejoint, si les Républicains aujourd'hui décident de ne pas placer Benoît Degla? Mais je n'en mourrai pas. Je n'en mourrai pas. Il y a la discipline du groupe. Aujourd'hui, personne ne peut dire... Est-ce que vous allez travailler avec ceux qui sont déçus? Vous êtes déçu, Benoît Degla? Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est candidat à sa réélection. Ouais. C'est dans cette dynamique que nous travaillons. Mais vous travaillez déjà à votre propre élection. Est-ce que vous êtes en contact avec nous devons occuper... Vous êtes en contact, vous l'avez dit à l'instant même. Mais ça ne suffit pas, puisque vous dites un staff peut proposer. D'accord? Oui. Un staff, compte tenu d'un certain nombre de conditions, d'un certain nombre de conditions, peut vouloir déplacer les pions. Et puis ensuite, lorsque vous appartenez à une grande famille, la majorité présidentielle, lorsque cette majorité va au-delà des députés que vous êtes, on peut déplacer les pions, n'est-ce pas? Donc on n'est pas... Déplacer les pions veut dire que Benoît Degla peut ne pas être candidat. Ça ne le dérange pas. Il travaillera aux côtés de celui qui sera retenu. Au nom de la discipline du groupe, et il en sera ainsi parce que c'est un pacte, c'est un code de conduite que nous sommes librement donnés, tous ceux-là qui sont du bloc les Républicains et du bloc les Progressistes. Et vous ne craignez pas une certaine dislocation de ce bloc-là après? Lequel ça? Le bloc dans lequel vous êtes? Nous avons 10 ans au moins pour exister en tant que tel. Maintenant, si... Pourquoi 10 ans? Parce qu'on veut formater dans l'esprit des Béninois que nous n'avons pas intérêt à avoir la pléthore de partis politiques comme aujourd'hui. Faisons en sorte que les partis politiques puissent se réduire à un strict minimum pour des raisons économiques, pour des questions de temps, pour des gestions de bonne gouvernance. Est-ce que dans tout cela, vous avez le temps de réfléchir par rapport à la stratégie à mettre en place pour concurrencer l'opposition, si au sein de votre bloc, ce n'est pas encore assez soudé? Mais au même moment où chaque bloc travaille à consolider ses assises, les stratégies qu'il développe le sont contre tous ceux qu'il a en face de lui, y compris l'opposition, peut-être encore plus. Mais ne me demandez pas autant de choses, ne me dites pas tout ce qu'il a fait. Comprenez, l'opposition, elle est partout, elle est partout, elle est dans toutes les circonscriptions. Mais c'est que désormais l'opposition se décide d'aller en rang beaucoup plus serré, c'est-à-dire veut une seule liste, alors que déjà la mouvance, elle en a deux, elle se fait concurrence elle-même. Vous êtes des frères ennemis. Comment est-ce que vous ne vous faites pas harakiri dans la mouvance? Et je vous ai tout à l'heure dit que le bloc de la majorité présidentielle n'est pas seulement l'ensemble de ce qui peut être les députés. Et que, à un moment donné ou un autre, pour pouvoir permettre que l'alliance, que notre groupe gagne dans une zone, on peut faire des permutations. Au lieu que ce soit le candidat X qui soit là, on peut prendre celui qui a de l'envergure et susceptible de gagner celui
qui est l'opposition, la vraie. Vous pensez que les populations vont vous suivre dans ce cas-là? Si on en arrive, par exemple, dans votre circonscription, vous qui êtes, disons-le peut-être de façon triviale, vous qui êtes le candidat naturel, on vous met de côté et puis on amène quelqu'un d'autre qui a peut-être... Vous pensez que les populations vont suivre? Vous pensez que personne... Est-ce que vous savez que c'est nous qui faisons malheureusement